15 mai 1940. Après 5 jours de combat, les choses ne font qu'empirer pour les Alliés. La veille, dans la soirée, l'armée hollandaise a capitulé sous la menace de bombardements massifs sur ses villes, mais trop tard pour empêcher le bombardement de Rotterdam, qui fait de gros dégâts et plus de 800 victimes dans la population civile. La reine Wilhelmine des Pays-Bas et le gouvernement ont néanmoins réussi à gagner l'Angleterre la veille. De plus, la capitulation ne concerne pas la Zélande, défendue par des troupes françaises et hollandaises. Sur la Meuse, les Allemands ont transpercé les lignes françaises et débouchent en terrain libre, menaçant à la fois Paris et les arrières des forces alliées imprudemment aventurées en Belgique. Paul Reynaud, affolé, a prévenu Churchill de la situation. La bataille est perdue, lui a-t-il annoncé. On envisage le déménagement du gouvernement à Tours, puis on y renonce. Le Quai d'Orsay et plusieurs ministères brûlent leurs archives. Un vent de panique gagne la capitale. Le 16, Churchill, accompagné du général Ismay, son conseiller militaire, et du général Dill, vice-chef d'état-major impérial, atterrit au Bourget, puis gagne Paris. La réunion a lieu à 17 h au Quai d'Orsay, en présence de Churchill, ses généraux, Reynaud, Daladier, Gamelin, Darlan et Baudouin, secrétaire du cabinet de guerre. L'ambiance y est lourde. La conférence commence par le sombre exposé de la situation militaire du général en chef. À Churchill qui demande « Où sont les réserves stratégiques, la masse de manœuvre ?» Gamelin répond « Il n'y en a aucune ». Mal informé, il ne sait même pas exactement où sont les Allemands et semble même ignorer la position de ses propres forces. Reynaud, devant la carte des opérations, expose alors crûment à Churchill les conséquences des succès allemands et la menace directe sur Paris. Le Premier ministre apprend aussi de Gamelin l'ordre d'abandon de la ligne Wavre-Namur et le retrait de la première armée. L'erreur, l'impardonnable erreur a été d'envoyer tant de monde en Belgique, confie-t-il à Baudouin. Étonnante remarque venue d'un des plus ardents promoteurs de la manœuvre Dill. Les Français, arguant de l'effet désastreux des attaques de la Luftwaffe sur la troupe, réclament alors l'envoi immédiat de 6 squadrons de chasseurs anglais en plus des 4 sur le point d'arrivée. Churchill, tout en y opposant la défense primordiale du ciel anglais, ne promet rien de précis. Le Premier ministre britannique sort ébranlé de la réunion. Dans le télégramme qu'il envoie le soir même au cabinet de guerre anglais, s'il propose d'envoyer plus de chasseurs en France, il ne cache pas la gravité mortelle du moment. Si tout échouait, écrit-il, notre force aérienne aiderait le corps expéditionnaire britannique à évacuer. Plus tard dans la soirée, il se rend au domicile de Reynaud et lui rend compte du télégramme, et donc il envisage le rembarquement des troupes anglaises. Il lui indique aussi que si la France était finalement envahie, l'Angleterre continuerait le combat. « Nous affamerons l'Allemagne, lui dit-il. Nous démolirons ses villes, nous brûlerons ses récoltes et ses forêts. » Mais revenons au 15 mai, sur le front, où les Allemands élargissent la brèche. Côté français, une nouvelle armée, la 6e, est en cours de création entre les 9e et 2e, sous les ordres du général Touchon, pour barrer la route de Paris, mais ces unités ne sont pas encore en position. À la 9e armée, nous avons vu précédemment les déboires de la 1re division cuirassée, sévèrement accrochée et repoussée à Flavion par le corps du général Hoth, et la percée de Rommel sur Philippeville. Ce même jour, Corap est limogé et remplacé par le général Giraud, dont la 7e armée, aventurée en Hollande, regagne péniblement la Belgique, talonnée par les Allemands. La 2e division cuirassée, affectée au secours de la 9e armée, se voit, suite à l'avance allemande et à la carence des moyens de transport, coupée en deux. Le gros des éléments sur roues et de son infanterie portée se regroupe dans le secteur de Roisy, alors que les chars sont eux débarqués à Saint-Quentin et regroupés sur l'Oise. Plusieurs autres grandes unités sont aussi envoyées en renfort, mais les mouvements sont considérablement gênés par le flot de réfugiés sur les routes et les incessants bombardements de la Luftwaffe. Toujours le 15, Guderian lance les 1re et 2e divisions de Panzer vers l'ouest. Mais il est indispensable pour la sécurité de sa manœuvre de couvrir le flanc sud. Il donne alors pour mission à la 10e Panzer et au régiment Grossdeutschland de s'emparer de la crête de Stone. Ces attaques vont se heurter à la 3e division d'infanterie motorisée et à la 3e division cuirassée. Ces unités devaient lancer une contre-attaque en direction de Sedan la veille, mais, suite à des problèmes de ravitaillement, avaient été retardées. Le général Flavigny, chef du 21e corps d'armée, sceptique sur les capacités des divisions cuirassées, n'avait pas voulu attendre et annuler l'attaque. Il avait de plus ordonné, en dépit du bon sens, de disperser les chars pour couvrir les voies de pénétration. Et si, grâce à l'initiative de certains officiers, l'effet de cet ordre sera atténué, il sera impossible de regrouper la division le lendemain, notamment à cause de la carence des transmissions.
et il n'y aura pas d'attaque toutes forces réunies en direction de Sedan, comme demandé par Georges et crainte par les Allemands. Le 15 à l'aube, ce sont les Allemands qui lancent l'attaque sur Stone et le Mont-Dieu. Aux lisières de la forêt du Mont-Dieu, couverts par un fossé anti-char, les attaques allemandes, qui dureront toute la journée, sont repoussées. À Stone, l'assaut est lancé par le régiment Großdeutschland, soutenu par les chars de la 10e Panzer. Le village est défendu par 2 bataillons de la 3e division d'infanterie motorisée. Si les Français détruisent et immobilisent plusieurs chars, ils doivent néanmoins se replier, subissant des pertes sensibles. À 5 heures, l'infanterie allemande s'empare du village. À partir de 5h30, des éléments de la 3e division cuirassée s'approchent de Stone, nettoyant d'abord le sud du village, puis les chars B entrent dans l'agglomération à 8 heures. Les Allemands reculent ou se réfugient dans les caves, mais sans infanterie d'accompagnement, les chars français se replient au sud du village. Les Allemands, constatant le retrait des chars, réoccupent le village vers 9h30, y acheminant des antichars. Constatant la réoccupation du village, les chars français relancent l'attaque, mais ils sont pris à partie par les canons. 3 chars sont détruits et 3 autres endommagés. Le reste se replie. À 10h30, l'arrivée d'un bataillon d'infanterie permet de relancer l'attaque. Avec l'appui des chars, les fantassins se lancent à l'assaut. Malgré la perte de plusieurs chars Hotchkiss, ils reprennent le village pour la 3e fois. À cette occasion, Guderian, qui est venu se rendre compte par lui-même de la situation, essuie des tirs français au nord du village, s'en sortant de justesse. Plus à l'ouest, la Horgne, que la 3e brigade de Spahis a eu l'ordre de tenir, est attaquée par des éléments de la 1re division de Panzer qui veulent forcer le passage vers l'ouest. Avec seulement 2 canons anti-chars de 25 et un de 37, les Spahis, français, marocains et algériens, vont résister toute la journée aux attaques de l'infanterie allemande, soutenus d'abord par des automitrailleuses, puis par des blindés et des obusiers. En fin d'après-midi, la situation devient critique, et en soirée, encerclés, à bout de munitions et de force, les Spahis cessent le combat. Si une bonne partie parvient à s'échapper, le reste des hommes est fait prisonnier. Côté allemand, les pertes ont été relativement lourdes, avec près de 30 tués et 200 blessés, ainsi que 10 chars mis hors de combat. Les Spahis ont eu environ 50 morts et 150 blessés, et près de 90 sont faits prisonniers. À Bouvelmont, un bataillon de la 14e division d'infanterie, en cours d'acheminement pour la nouvelle 6e armée, vient renforcer le 15e régiment de dragons portés. Attaqués en milieu d'après-midi à la fois du nord-est et du nord-ouest par des éléments de la 1re Panzer, et malgré la destruction d'une dizaine de chars ennemis, les Français sont repoussés vers le sud. Toujours dans l'après-midi du 15, les restes de la 5e division légère de cavalerie, diminués, reculent sous la pression sur Le Chesne, découvrant le flanc de la 3e division d'infanterie motorisée qui est obligée d'improviser rapidement une ligne de défense vers le nord-ouest, le long du canal des Ardennes. À l'est de Stone aussi, les Allemands attaquent, et avec l'aide des chars de la 10e Panzer, rejettent les Français au sud de Besace. Mais une contre-attaque de chars légers et l'arrivée de la 2e division légère de cavalerie, de retour de son aventure belge, permet de rétablir la situation. Mieux, l'attaque repousse des éléments de la 10e Panzer et un groupe de reconnaissance gagne même la Meuse à Mouzon, s'attaquant au convoi allemand qui circule le long de la rive droite. Le soir venu, sans appui, les unités reculent. Enfin, à Stone même, les Allemands lancent une nouvelle attaque en force en fin d'après-midi. Appuyés par des chars et un intense bombardement d'artillerie, l'infanterie progresse. Les combats sont d'une rare violence et à 21h, les Français ont été repoussés au sud du village, qui a changé de main pour la 7e fois de la journée. Dans la nuit, le général Flavigny décide de reprendre Stone dès le matin. Appuyé par une trentaine de chars, pour moitié lourds, c'est un bataillon d'infanterie qui attaque vers 6 heures. Pendant l'attaque, le capitaine Billotte et son char B1 bis entrent dans la rue principale du village et tombent sur une colonne de chars et de véhicules blindés allemands à l'arrêt. Le capitaine les engage immédiatement et en détruit 13 en quelques minutes. Pendant ce temps, l'infanterie s'attaque aux maisons et aux points de résistance allemands, et soit les réduit, soit les met en fuite. À 7 heures, Stone est à nouveau aux mains des Français. Les chars repartent alors vers l'arrière pour se ravitailler en essence. Vers 10 heures, un intense bombardement de la Luftwaffe, suivi d'un bombardement d'artillerie, achève de mettre le village en ruine. Après avoir repoussé une tentative de contre-attaque allemande, les Français finissent par abandonner le centre du bourg afin d'échapper aux tirs d'artillerie et se positionnent à la lisière sud. Vers 13 heures,
L'infanterie allemande réoccupe partiellement le village, mais l'évacue peu après pour éviter les tirs d'artillerie, français cette fois. Le bourg reste vide de soldats des deux camps le reste de la journée. Plus à l'ouest, le long du canal des Ardennes, les Allemands ont tenté de passer du côté de Tannay, mais les Français ont repoussé l'attaque, notamment grâce à des concentrations d'artillerie. Toute la journée, plusieurs tentatives d'infiltration tout le long du front de la 3e division d'infanterie motorisée sont repoussées. En fin de journée, les positions n'ont pas beaucoup changé. Côté commandement, le général Unziger limoge le général Brocard, chef de la 3e division cuirassée, à la surprise des troupes et des officiers sur place. Pas à une contradiction près, Unziger, qui dit avoir su les problèmes de la division cuirassée à son arrivée, n'en reproche pas moins à Brocard de n'avoir pu lancer la contre-attaque qui a pourtant été annulée par son subordonné, Flavigny. Désireux de récupérer ses divisions bloquées devant Stone, Guderian fait relever la 10e Panzer et le régiment Großdeutschland par des divisions d'infanterie dans la nuit du 16 au 17. Elles y ont subi des pertes sensibles, surtout le régiment Großdeutschland, qui a perdu près de 50% du total de ses pertes de toute la campagne. La bataille autour de Stone va alors prendre la tournure d'une guerre de position, rappelant aux anciens combattants des deux camps les pires jours de 14-18. Pendant ce temps, les 1er et 2e Panzer ont progressé vers l'ouest et atteint Montcornet, déjà occupé par le corps de Reinhardt. Rommel, lui, aborde la frontière française. Les unités de l'armée Touchon, qui arrivent avec de longs retards, ne peuvent colmater la brèche et finissent par prendre position le long de l'Aisne. Guderian subit aussi les pressions de l'état-major allemand, inquiet d'une éventuelle contre-attaque française venue du sud qui, on l'a vu, a été annulée, et qui lui demande de ralentir pour attendre l'infanterie de couverture. Mais, tout à sa manœuvre, ne voulant pas laisser l'occasion aux Français de se reprendre, il fonce. Côté français, Georges a confié le 11 mai le commandement de la nouvelle 4e division cuirassée, qui se regroupe le 15 près de Laon, au colonel de Gaulle. Le général Doumek lui annonce sa mission, couvrir l'installation de la 6e armée en intervenant seul dans le secteur de Montcornet. De formation récente, la 4e division cuirassée est incomplète. Elle n'a ni moyens anti-chars, ni moyens anti-aériens, ni unité de reconnaissance, et ne dispose que d'une unité d'infanterie, le 4e bataillon de chasseurs portés, transporté par autobus et sans véhicule de découverte ni matériel lourd. Côté blindé, 2 demi-brigades incomplètes. La 6e demi-brigade lourde, avec 24 chars B1 bis du 46e bataillon de chars de combat, unité de formation très récente et manquant d'entraînement, et 14 chars D2 de la 346e compagnie autonome de chars de combat. La 8e demi-brigade légère, avec les 90 chars R-35 des 2e et 24e bataillons de chars de combat, avec des équipages bien entraînés, mais des chars mal armés et vulnérables. Enfin, le 322e régiment d'artillerie tout-terrain, incomplet mais avec des canons neufs, complète l'inventaire. La division souffre d'un déficit, voire de l'absence pour la plupart des chars, de moyens de transmission radio, ainsi que d'un manque de moyens de ravitaillement tout-terrain. Le contact du colonel avec ses subordonnés est plutôt rude. Distant, hautain, parfois cassant, il fait néanmoins preuve d'une grande autorité. Il impressionne. Mais il est à noter qu'aucun des officiers ayant servi sous ses ordres ne le rejoindra à Londres. De Gaulle établit son PC à Corbeny et désigne Montcornet comme objectif, avec le début de l'attaque fixé au 17 à l'aube. La 8e demi-brigade est à Sissonne et la 6e à Gizzy, avec le 4e bataillon de chasseurs portés. À Laon, De Gaulle a récupéré un bataillon d'artillerie et un groupe d'artilleurs transformés, faute de canons, en fantassins. De plus, des unités mixtes formées autour de sections du 24e bataillon de chars de combat ont été postées en avant pour couvrir l'installation de la division. Celle installée à Chivres a d'ailleurs intercepté un détachement de reconnaissance allemand et l'a détruit le 16 au soir. Le 17, à 4h15, l'attaque commence. La 6e demi-brigade progresse vers Chivres pendant que la 8e demi-brigade, sur sa droite, avance sur Boncourt et Lapion. Mais, faute de renseignements, 9 chars B s'enlisent en traversant les marais au nord de Liesse et ne pourront être récupérés que bien plus tard. À Chivres, la section du 24e bataillon de chars de combat voit arriver une colonne allemande avec plusieurs automitrailleuses escortant des camions de transport en même temps que les chars B1 bis français. La colonne est anéantie par les canons de 75 et de 47 mm des chars français. Une trentaine de camions et 3 automitrailleuses sont détruites. Les Allemands, tués, blessés ou faits prisonniers,
mais une partie parvient à se réfugier dans les marais, d'où ils harcèleront les unités de liaison françaises. Les chars lourds poursuivent leur route vers Bussy, puis Clermont, où ils sont engagés par des antichars allemands. Après avoir réduit cette résistance, ils se replient vers Bussy pour se ravitailler en essence vers midi. Pendant ce temps, la 8e demi-brigade a progressé sans réellement rencontrer d'opposition en dehors de quelques détachements et patrouilles. Elle s'est divisée en 2 colonnes, une atteint l'Islay et l'autre le sud de Montcornet. Par hasard, alors que sans moyen de communication elles ne peuvent se coordonner, elles débouchent en même temps, autour de midi, à l'entrée des agglomérations. Les Allemands, qui avaient été prévenus, ont miné les accès et déployé des canons anti-chars et anti-aériens. Les chars, sans infanterie, sont durement pris à partie, et s'ils atteignent les ponts des 2 villes, causant quelques pertes aux Allemands, ils perdent eux-mêmes 2 chars dans l'Islay et 5 dans Montcornet. Devant la violence des combats, commençant à manquer de munitions et de carburant, et ne voyant pas venir les chars lourds, les 2 bataillons se replient pour se regrouper au sud, à Boncourt, vers 15 heures. Le 4e bataillon de chasseurs portés, toujours en autobus, est lui accroché à Chivres par des éléments d'infanterie venus du nord-ouest alors qu'il tentait de rejoindre la 6e demi-brigade. Pendant ce temps, à Bussy, le ravitaillement des chars B1 bis, faute de moyens adéquats, s'éternise. Les chars D2 partent alors en avant et atteignent Clermont-les-Fermes, puis la route Montcornet-Marle, où ils détruisent plusieurs colonnes de véhicules qui y circulent. Un peu après, ils repoussent la contre-attaque d'une poignée de chars de la 1re Panzer sortis d'ateliers de réparation. De leur côté, les B1 bis peuvent enfin repartir de l'avant vers 16 heures, mais il ne reste que 10 chars opérationnels. Les engins prennent alors la direction de la ville aux bois, qu'ils prennent, en l'absence de carte, pour Montcornet, et qu'ils arrosent copieusement. Revenus de leur erreur, ils prennent la direction de Montcornet, mais ils sont pris à partie par les antichars que les Allemands ont fini par déployer au sud de la ville. Le char du commandant Bescon, chef du 46e bataillon de chars de combat, tombe en panne. Il se réfugie alors dans le Sampierre-aux-Corses. De leur côté, les D2 abordent Montcornet depuis l'ouest, mais le tir des antichars à bout portant détruit 2 engins. À 18 heures, devant l'intensité du feu allemand et leur mission accomplie, les chars entament leur repli vers Bussy. Mais alors, 2 B1 sont détruits par des tirs directs, dans le Sampierre-aux-Corses, dont tous les occupants sont tués. Un peu après 18h30, alors que les chars sont sur le point d'atteindre Bussy, un raid de Stuka détruit un des 2 et 2 B1. Vers 22h, toutes les unités ont regagné leur point de départ. Au cours de la journée, les Français ont eu une quinzaine de tués, dont le commandant Bescon, une dizaine de disparus et quelques blessés. 23 chars ont également été perdus. Côté allemand, une centaine d'hommes ont été tués, une douzaine de canons anti-chars perdus et plusieurs dizaines de véhicules détruits. 130 Allemands ont été faits prisonniers. Finalement, le succès français est surtout moral. Pour la première fois de la campagne, les Français font reculer les Allemands. Mais si ceux-ci ont été suffisamment inquiets pour envoyer la 10e Panzer sur Montcornet en fin d'après-midi, ils n'ont pas été réellement retardés ou gênés par l'attaque. En fait, Guderian est plus retenu par ses supérieurs que par l'offensive de De Gaulle. Et, même s'il détourne la 10e Panzer, il ne perd pas de vue son objectif, la mer. Son problème du jour a plutôt été l'interdiction par ses supérieurs de franchir l'Oise et l'ordre d'attendre la couverture de ses flancs. Furieux, il démissionne, mais il va vite être réintégré et recevoir l'autorisation de pousser des reconnaissances en force. Au GQG français, Georges reçoit dans la soirée le rapport sur l'attaque de De Gaulle. La 4e DCR a attaqué dans les délais prévus, a atteint ses objectifs et combattu toute la journée, et son moral est élevé. Mais c'est une petite éclaircie dans un ciel bien sombre. En effet, le 17 au soir, le groupe Clist a atteint l'Oise et menace Saint-Quentin. Rommel a percé les faibles défenses de la frontière et franchi la Sambre. La 5e Panzer est devant Maubeuge. Les unités françaises, débordées, souvent surprises par l'arrivée inopinée d'unités allemandes, tentent ici ou là de freiner le flot, comme l'escadron du capitaine Segonzac de la 1re division légère mécanique revenue de Hollande, qui, avec une vingtaine de chars, se lance dans un raid vers la Sambre. Mais, sans moyen de communication fiable, le commandement ordonne des contre-attaques sur la base de renseignements périmés quand ils atteignent les unités, si même ils les atteignent.
les officiers de liaison courent les routes à la recherche des PC. Bref, la confusion est totale. Et les Allemands n'ont pas l'intention de leur laisser l'occasion de se ressaisir.